À Avignon, chez qui peut-on aller dîner quand on fait une émission de poésie? Sinon chez Jean Tortel, qui y vit et qui y travaille depuis, on peut dire, la nuit des temps. Pas tellement, une vingtaine, 15 ans. Quinzaine d'années seulement. Alors, Jean, vous avez réuni quelques amis ici ce soir, que je vous laisse le soin de présenter, en disant pourquoi vous leur avez demandé de venir. Eh bien, je commence par Henri Deluy, qui est un Le fumeur de vieil pipe. ami des Cahiers du Sud et qui dirige l'Action poétique et avec lequel nous avons des liens, enfin des liens fraternels. Jacques Roubaud, ai-je besoin de le présenter? Enfin, c'est certainement un des poètes les plus importants de sa génération. Et puis Alors, on précise tout de suite qu'il n'est pas avignonnais. Comment? Il n'est pas avignonnais. Il n'est pas avignonnais, mais il est méridional. Chartreuse. Mais il est méridional. Il participe aux activités d'été de la Chartreuse. Il est quand même de Toulon et de Carcassonne, n'est-ce pas, par conséquent. Gilles Joinard, qui est avignonnais, dont l'enfance est avignonnaise, et qui dirige les activités littéraires et poétiques à la Chartreuse. André Dimanche, qui est la plus jeune, la plus récente maison d'édition de France. À lui tout seul. Et elle se constitue, elle est en train de se constituer. Et puis ensuite, Gérard Arseguel, poète mon ami très cher, qui vient de Sisteron. Je remarque qu'il n'y a pas de femmes parmi vos invités. Il n'y a pas de femmes parmi les invités, non. Il y en a une qui est juste dans l'embrasure de la porte, très discrète, qui n'a pas de micro devant elle. Oui, bien, c'est Jeannette, enfin, elle est là. Mais peut-être elle abandonne ses invités, peut-être, pour rester là. Enfin, moi, je veux bien qu'elle reste. Cette émission s'appelle Devine qui vient dîner tout au long de l'année. Et ce soir, elle devrait s'appeler plutôt Devine qui vient danser, car nous sommes le 14 juillet. J'ai toujours redouté le 14 juillet. Cette espèce de sommet de l'été, comme une épée comme ça, qui vient partager le ciel en deux. Enfin, l'instant où la durée lumineuse bascule et l'instant où l'on croit, enfin moi je crois que le ciel ne supportera plus son intensité et que ça va craquer. Voilà, j'ai peur un peu du 14 juillet. Alors, bien sûr, la foudre est toujours latente dans cette saison. Et puis, oui, bien sûr, il se mêle les 14 juillet de mon enfance, qui n'étaient pas heureux parce que c'était la fête obligatoire dans la chaleur et dans l'orage, enfin. Et puis, c'était surtout le feu d'artifice. Le feu d'artifice était le lieu pour moi d'une crainte, d'une espèce d'effroi, parce que la fusée a toujours été pour moi vraiment l'éclair qui, déchirant le ciel noir, enfin avant le fracas que je redoute, enfin cette espèce de bruit. Et ça ne m'a pas passé. Et il y a, une vieille charge d'angoisse dont je me délivre mal. Alors bon, nous sommes le 14 juillet, tant mieux, vous êtes là, ça me rassure. Donc ce soir, pour tout feu d'artifice, vos poèmes, en forme d'étincelles. Bon, nous allons commencer peut-être par des poèmes anciens, écrits pendant l'été, bien sûr, mais qui n'ont pas de rapport à 14 juillet. L'eau primitive est trouble, non potable. Les sources surgirent bien après. Et la première à peine se distingue du marécage, et seulement par un remous léger autour duquel tournent des agrégats. Plus tard, on filtrera l'huile des plantes roses pour perfectionner les poisons.
L'eau profonde et sans remous, claire jusqu'aux pierres bleues, cependant lointaine, tremblante, déformée par la transparence du corps liquide. L'eau solitaire est pareille à l'esprit humain. Elle contient le vertige du regard qui la contemple, clair jusqu'à ce vertige, et veinée. L'eau profonde est un corps, différent de l'eau courante, ou de l'eau potable, ou de l'eau nourricière des fruits. L'eau calme et solide. Elle est un bloc, une chose précise, séparée, mais glauque et touchée par l'ombre. La main qui la pénètre n'atteint, ou la bouche, que fadeur. Absence de couleur, de forme, absence d'eau profonde. Ainsi, quelques figures ne révèlent plus rien dès qu'on la touche. La baigneuse est innocente, elle est blanche, elle est dorée, elle est transparente, invisible à beaucoup, et surprise entre l'eau et les feuilles, fléchit légèrement les seins cachés par de longs doigts qui tremblent. Je ne sais d'où cette clarté surgit, ou de l'irrespirable gouffre, ou bien d'un espace inconnu aux corps impurs. Et seul, mes ruisselles, mes scintillent, seul et mouillé, engagé sans pudeur à travers les désirs embarrassés des basses branches qui bougent pour toucher un corps nu, absolument nu. On vient d'entendre passer un train. Il se trouve que Oui. nous sommes dans votre maison, là, on l'a dit. Cette maison se trouve située entre le Rhône et la voie ferrée Marseille-Paris. Et Oui. puis, devant la maison, il y a un grand jardin. Alors, on pourrait peut-être parler de cette maison. Comment l'habitez-vous, cette maison? Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette maison? Et on y trouve vous, d'abord. On y trouve des amis le plus souvent possible. Et nous sommes Oui, ici, eh bien. par hasard. Par hasard. Non. Eh bien, oui, c'est une maison que la famille de Jeannette possède depuis 80 ans à peu près. On m'a dit que c'est une ancienne buanderie.
Oui, ça c'est une ancienne buanderie. C'est une ancienne buanderie au moment où les grands-parents de Jeannette avaient le grand hôtel. On venait laver le linge à la campagne parce que l'eau était pure, qu'il y avait des arbres, qu'il y avait de l'air et qu'il était impossible de faire sécher le linge dans une buanderie de ville. N'est-ce pas? Ici, on est à 2 kilomètres d'Avignon, faut le dire. Nous On sommes est dans à la 2 ou 3 banlieue kilomètres d'Avignon. Oui, nous sommes dans la banlieue d'Avignon, mais à cette C'était la époque-là, campagne. c'était la campagne, vraiment. C'était la pleine campagne. Et on y arrivait On avec y des voitures arrivait à cheval. pied, on y arrivait par le tramway qui passait sur la route de la route du Pontet, la route de Lyon, et on descendait, et il fallait faire 1 kilomètre à pied pour arriver, ou bien on arrivait par Saint-Lazare, mais à pied, ou bien en jardinière, en charrette, en break, n'est-ce pas? Mais vous y êtes arrivé comment dans cette maison? Moi, je suis arrivé à pied. Par l'amour, par l'amour. Par l'amour, oui, non. Je suis arrivé, bien, j'étais les premières années, j'étais jeune homme, quoi, un gosse invité par Jeannette et sa mère, n'est-ce pas, qui venaient passer la campagne, là. Mais alors, la maison, le rez-de-chaussée où nous sommes, était chaque hiver, chaque automne plutôt, était inondé. Le Rhône était furieux. À ce moment-là, c'était le vrai Rhône. À présent, c'est plus le Rhône. Vous voyez, le Rhône charriait des bois. Des bois, vous en voyez un là en face, n'est-ce pas? Oui, sur un meuble, on a l'impression de voir une sculpture. Une sculpture, oui. Et en fait, c'est une racine. C'est un bois roulé. Il y en a un derrière Gilles aussi. Un bois roulé. Gilles est l'arbre qui cache la forêt de bois roulé. On dirait une niobé. Enfin, oui, eh bien, on était inondés. Alors, on y venait qu'en plein été. Et là, nous mangeons des cerises, nous mangeons des pêches, des abricots. Et ensuite, alors, nous habitions Marseille. J'étais fatigué à ce moment-là. J'ai pris Vous étiez fonctionnaire, je crois. J'étais fonctionnaire, oui. D'où la fatigue. J'étais fonctionnaire. Mais on dit qu'il n'y avait jamais rien sur votre bureau. Les visiteurs étaient un peu inquiets quand ils allaient vous voir, parce qu'ils ne trouvaient jamais aucun papier sur votre bureau. Qu'est-ce que vous faisiez? Des poèmes que vous cachiez dans vos tiroirs? Il y avait beaucoup de papiers, mais il y avait très peu de papiers administratifs. Alors qu'est-ce que vous faisiez au bureau? Je travaillais beaucoup, mais je faisais tous mes textes, je les ai pendant tout le temps où j'étais fonctionnaire, j'ai toujours travaillé au bureau. On travaille mieux au bureau que chez soi? Oui, j'étais beaucoup mieux au bureau chez moi. Non, pour travailler, il faut être seul. Je déteste travailler. Et c'est miracle que je puisse travailler ici, dans cette pièce, puisqu'en somme, je suis dans le jardin tout en étant dans le bureau. Oui, mais j'accepte d'avoir... il se trouve que c'est depuis que vous êtes dans cette maison que vous avez publié le plus grand nombre de livres de poèmes. Alors, oui, parce que je les ai... Au fond, ils viennent du jardin, enfin. Jean, qu'est-ce que tu penses précisément de la situation de cette maison? Ça m'intéresse, je veux dire. C'est une question de Gérard Arséguel. Entre la voie ferrée et le Rhône, est-ce qu'il n'y a pas une position qui serait comme un peu symbolique? J'étais frappé tout à l'heure dans la lecture que tu avais choisi des textes qui parlaient de l'eau, alors que tu venais d'indiquer préalablement ton angoisse du feu. Oui. On trouve là, enfin, des éléments qui sont récurrents à ta poésie. Est-ce que tu ne penses pas que la situation géographique, que tu n'as pas choisie naturellement, des jardins, représente une espèce de configuration déjà poétique entre deux tracés, quoi? Ça se peut. Je ne sais pas, hein, c'est une intuition. Ça se peut, oui. Il ne faut pas s'éloigner comme ça du micro. C'est un hasard. Enfin, ça se passe comme ça. Il est certain que la configuration du jardin, et plus particulièrement le fait que l'espace est limité par des haies de cyprès, c'est-à-dire des haies à travers lesquelles on peut voir, on peut distinguer, mais on ne sait pas ce qui se passe. Ça m'a énormément aidé. Oui. Énormément aidé. Le côté extérieur, le côté derrière la maison, car la maison est tournée vers le jardin et le Rhône est derrière. Le côté nord, au fond, j'y vais très rarement. Enfin, c'est un peu... C'est un peu abstrait. Tu t'en préserves aussi, peut-être. Oui, c'est en réserve. Il y a quelques textes, quelquefois, tu parles du Rhône, enfin, tout ça. Oui.
Alors, est-ce qu'on pourrait parler des murs de cette maison vus de l'intérieur? Je vois des tableaux derrière Des vous. tableaux, non, il n'y a pas. On voit même grand-chose. main avec un Oui, poème bon, de vous. bon, ben, oui, alors là, il y a deux très, très belles choses de notre ami Denis Esteban, n'est-ce pas, qui a illustré un certain nombre de mes poèmes, et j'en ai deux, là, j'ai deux choses. C'est-à-dire qu'il y a un mélange des genres et des époques. Oui, Il y a des portraits de généraux d'Empire. il y a un portrait de général d'Empire, c'est un tableau de... je me rappelle plus. Enfin, ça fait rien, l'histoire a oublié son nom. Enfin, quelque chose comme... Un ancêtre. Comme Diaz, comme... Non, pas du tout l'ancêtre. Enfin, c'est un peintre de cette époque-là. Et Jean, il y a un tableau dessus aussi dont tu ne parles pas. Ce tableau-là que j'aime beaucoup pour ma part. Ah, ça, oui, ça, c'est une Un chose peu impressionniste. de mon ami, enfin, je sais pas, je n'ai plus vu depuis 40 ans, d'un peintre qui s'appelait René Thompson. À ce moment-là, il était... Et ça représente, c'est notre jardin, c'est notre terrasse de Lord. Oui. N'est-ce pas? On a l'impression de voir une dame, justement, qui fait tapisserie dans un bal. Il y a Jeannette qui est assise. Jeannette qui est au premier plan. Jeannette qui est au premier plan. Puis alors, il y a derrière, au fond, il y a la maman Jeannette, la mère Jeannette qui est sur la chaise longue au second plan. Et derrière, au fond, il y a la femme du peintre. Et il y a un jeune homme au premier plan qui a l'air assez entreprenant. Le jeune homme au premier plan, c'est moi. Et qu'est-ce que c'est la terrasse de Gordes? La terrasse de Gordes, tu sais que nous avons habité Gordes pendant 8 ans. Nous étions tout jeunes à ce moment-là. Nous étions de jeunes époux, enfin, à peine. Et j'ai été fonctionnaire, j'ai été receveur de l'enregistrement, et c'était merveilleux. Jean, Gordes, c'est aussi Jalon, si je me souviens bien. Oui, Gordes, c'est Jalon. Hein, Gordes, c'est Jalon. Oui. Oui. Gordes, c'est Jalon. C'est le paysage de Gordes. C'est le paysage de Gordes et le besoin, justement, de tracer des limites, de tracer des bornes dans ce paysage qui est assez... s'il n'était pas fermé par le Luberon d'un côté et les montagnes de Liutz et de Murs de l'autre, il serait insupportablement vaste. Enfin, tandis que ce sont les montagnes de structure, enfin, qui est l'architecture. Vous parlez comme un poète. Là. Comment? Vous parlez comme un poète, Jean. Pourquoi? Derrière vous, il y a aussi une photographie de Jeannette et puis encore un tableau qui la représente. Puis sur la cheminée, je vois un buste de deux amoureux qui s'embrassent. Oui, ça c'est de famille. Je vois des serpents aussi. Des serpents. Oui, ça ce sont des petits serpents que j'ai achetés à Marrakech. J'ai l'impression que dans cette maison, l'amour triomphe. L'amour, oui, bien sûr, mais enfin, ça se dit pas. Quand c'est triomphant, c'est un peu silencieux. Puis il y a des livres, beaucoup de livres dans un vaisseau. Là, il y en a quelques-uns, oui. Et bon, les livres, on va peut-être en parler plus tard. Et sur le vaisselier, je vois des dossiers remplis de papier. Je me demande si ce ne sont pas des manuscrits. Ça. Qu'est-ce que Oui, c'est, là, il y a des manuscrits, il y a des brouillons. Ce sont des choses qui ont été publiées. Il y a la correspondance. Des choses qui ont été publiées. Je ne sais pas. Vous laissez traîner vos manuscrits? Oui. Je laisse traîner les manuscrits, c'est vrai.
des poèmes inédits tirés d'une suite, des poèmes inédits qui s'appelleront, je crois, les solutions aléatoires. Et bon, comme toujours, le volume sera divisé en un certain nombre de suites, et celle-ci doit s'appeler Du feu ou Des feux. Des feux, c'est la nuit. Voilà quelques poèmes de cette suite. Parfois, solution du feu, la nuit médite les rères d'être une nuit et tourne. Le jour pénètre ceux qui contestera son apparence, occupée, noircie. Un savoir nul entoure de lumière inverse la maison, où qu'un hasard donne le sens requis. S'il pleut, cela où l'épaisseur cruelle au désir des peuples maigres dans le désert s'apaise, et les deux tournoiements ralentiront. Car une pluie dans le soleil ou dans les astres rapproche les cercles, éteint les feux. Accidentel ici, sur un talus, dans une boîte virtuelle, allégorie depuis la paille et le papier, ces rousseurs, plus rapides que les insectes pour attaquer le bois. Allumée au soir de fête, sa clarté jusque sous les arbres serpentera d'une nuit d'artifice, laissant au jour les marques sombres qui le nient et larcin. Parfois, le verre l'enferme pour dédier à l'éclat sa transparence, ou bien sa crame. Je voudrais qu'on revienne sur la bibliothèque de Jean Tortel. Il y a beaucoup de livres de poésie, bien sûr, sans doute des pièces rares d'ailleurs, des pièces que les amateurs aimeraient bien trouver aujourd'hui. En fait, les livres de poésie sont plutôt là-haut. Ici, et ici, mon Dieu, dans la bibliothèque. Là, d'ailleurs, il y a un peu n'importe quoi. Il y a un vide, comme une dent creuse. Enfin, ce sont les 3 volumes des Mémoires d'outre-tombe que j'ai prêtés, avec une reliure rouge et qu'on ne m'a jamais rendue. Et voilà, là, il y a des mémoires, il y a des romans. Oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de romans populaires chez vous. Ah oui, ils sont là-dessous. Mais... C'est une passion, le Vous roman voulez populaire. Comment ? C'est une passion, le roman populaire ? Oui, ça l'a été en tout cas, beaucoup. C'est un peu toute une histoire, le roman populaire chez moi. En y réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que c'était une conséquence plus ou moins directe de mes lectures d'enfance. D'abord, ma lecture essentielle, je mets à part Sans famille, enfin, qui faisait pleurer, mais ma lecture essentielle dans mon enfance, même dans une enfance, enfin, disons 9-10 ans, c'était le Roland Furieux. J'avais une vieille édition de l'Orlando Furioso, traduite bien entendu, et pendant des années, j'ai lu le Roland Furieux. J'ai lu le Roland Furieux et, enfin, ça paraît un peu idiot de dire ça, et je le faisais alterner avec l'Iliade. Et c'était vraiment, pour moi, deux romans extraordinaires, en ce sens que c'était l'histoire fantastique des héros que les dieux ou les magiciens combattaient et qui, ou bien, devaient périr parce que le destin le voulait, ou bien, quoi qu'il se passe, ils étaient vainqueurs.
Ils avaient en quelque sorte un don d'invulnérabilité, un tout puissant. Astolphe, Roger, les héros de l'Arios sont extraordinaires, n'est-ce pas? Et comme les héros des romans populaires. Mais justement, alors à partir de là, tu comprends? À partir de là, bon, dans un tout autre espace, mais qui est à la même époque, quand j'allais en vacances à Buisson, les filles qui faisaient des bas, qui faisaient des chaussettes, enfin, qui travaillaient comme ça, connaissaient bien entendu toutes les romances de l'époque. Et les romances, à ce moment-là, c'était des espèces de mélodrames merveilleusement agencés, avec premier acte, deuxième acte, troisième acte, chaque couplet était un acte. Il y avait Gigolette, il y avait l'Hirondelle des Faubourgs, il y avait le petit mécano, il y avait la petite Lily, enfin, etc. Et pendant toutes les vacances, tout le temps, elle me chantait la petite... Alors, le moment où j'ai lu les romantiques, c'est-à-dire, mon Dieu, 11 ans, 12 ans, c'est-à-dire Hernani d'un côté, D'Artagnan de l'autre, le côté mélodramatique des romances populaires et le côté héroïsme transfiguré, héroïsme absurde, n'est-ce pas, des romans du Tournant Furieux, ont fait une espèce de... Ça s'est rejoint et ça s'est cristallisé, et c'est Rocambole, et c'est Arsène Lupin. Au fond, pour moi, lire des romans populaires, lire les romans des héros, pour moi, c'est consentir, c'est aspirer à la métamorphose. Oui. Ne pas être ce que... Tu sais que la métamorphose, pour moi, c'est le désir profond, essentiel. C'est le désir primordial. Bon, j'y comprends tous les autres. Il est certain que le désir érotique est une des manières d'être du désir de la métamorphose, n'est-ce pas? Et tous les autres désirs. Eh bien, de quoi s'agit-il dans la métamorphose? Ne pas être ce qu'on est, être ce qu'on n'est pas. C'est ça le désir. Voilà. Seulement, voilà, nous savons que la métamorphose est impossible. Est-ce que lire suffit et vous n'avez pas envie d'en écrire des romans? Eh bien, la lecture, de même que l'écriture, la lecture des romans policiers, pour moi, a été une façon comme une autre de comment dirais-je, de consentir à un ersatz de la métamorphose, c'est-à-dire à constituer des métaphores. En vous écoutant, je remarque que vous dites souvent peut-être, même à propos du titre de votre dernier livre de poèmes. Oui, peut-être, oui. Attends, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve assez présomptueux de dire oui, certainement. Présomptueux, ou bien alors c'est ceux qui le savent le dire, c'est admirable. Enfin, Malherbe le dit. Enfin. Mais tes titres, ils tiennent toujours à la fois à la présomption et à ce qui me touche beaucoup chez toi, c'est-à-dire un principe d'incertitude. Si on prend par exemple explication ou bien regard, explication, ce serait du côté de la présomption, regard de l'autre côté, non? Oui, d'accord. Le titre que tu n'as pas encore choisi là est aussi énigmatique, enfin, solution aléatoire. Oui. Solution, c'est plutôt du côté de la présomption, même si j'ai cru comprendre que tu le prenais dans un autre sens. Tandis que aléatoire, c'est précisément du côté du peut-être, enfin du côté de ceux qui fondent ta parole. Oui, tandis que l'explication, on remarque que l'explication est au pluriel. Ce n'est pas l'explication que je veux. Ce sont des explications possibles sur certains objets. Je crois que Gérard a raison. Tu es quand même un terroriste tolérant. Il y a une contradiction là qui est très très vraie dans tout ton travail. Hein. Et puis aussi, non seulement dans ton travail de poésie, mais dans ton travail critique. Oui, et dans ton rôle au Cahier du Sud. Oui, mais dans mon rôle au Cahier du Sud. Mais je me rends compte et j'accepte et j'admets et je trouve et je pense personnellement que c'est profitable. J'accepte de vivre dans la contradiction.
La flamme ou sa figure est limitée dans l'espace et le temps. Il n'est pas de feu autre que celui dont l'oblique engendra furieusement l'espace inverse. Plafond sombre et puanteur. La flamme disparaît quand sa hauteur est suffisante, ou bien elle s'effondre et détritus. Transport ou changement, métaphore ou métamorphose. Les termes d'un tracé, fusée ou cercle confirment par le charbon. Croûte et cendre désignent le hautain portement de brûlure et de peur. Écraser les flammèches qui parcourent l'herbe combustible en oblique. C'est dangereux pour la haie. La pampe est raturée de noir, et si le vent se lève, la maison peut-être brûlera. À Avignon, les soirées sont fraîches, on respire enfin. On a parlé de la maison dans un jardin, mais on a peu parlé du jardin. J'aimerais bien qu'on fasse un tour dans le jardin. Il faudrait que vous mettiez un chandail. Oui. On va sortir là. Oui, ben si vous voulez, si vous voulez. Allons-y. Oui. Si vous voulez. Il y a un peu de vent ce soir. Un petit peu, c'est frais, mais un peu de Mistral. Moi, j'aime assez ça. Le ciel est clair. Enfin, vous savez que je déteste le temps lourd, pénible. Alors, on commence par quoi? Eh bien, ça, c'est la banquette. Ça, c'est la terrasse qui a été faite par Paco, qui habite là à côté, qui est comment dirais-je, enfin, le responsable, le superviseur de tout ce qui est immobilier, maçonnerie. L'intendant général chargé de la maçonnerie. L'intendant général chargé de la maçonnerie. Et de faire des ouvrages qui dureront toute la vie. Alors voilà, des pétunias, les pétunias, les géraniums, les pétunias, la vigne vierge qui ne veut pas se laisser arracher. Et puis alors là, cette année, regardez comme les platanes sont épais. Ils ont brusquement la végétation cette année n'est pas comme les autres années, parce que les arbres, le tilleul, le platane sont d'une épaisseur extraordinaire et sont venus comme ça tout d'un coup. Tandis que vous avez beaucoup de plantes, par exemple l'acanthe. L'acanthe ne peut pas fleurir. Elle n'arrive pas à fleurir. Les capucines n'arrivent pas à fleurir. Elles sont malingres, moches, minables, etc. Et il y a une plante assez extraordinaire, n'est-ce pas, moi, qui me fascine. C'est celle-là, on la voit de loin. C'est le 14 juillet. Vous voyez là, cette plante avec qui fleurit avec une fusée. Ah, ça s'appelle le 14 juillet. Ça. C'est vous, voilà. C'est vous qui ça s'appelle le 14 juillet. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais alors, jusqu'à ces derniers jours, j'étais très, très malheureux parce qu'elle n'arrivait pas à boutonner, à bourgeonner. Je me disais, ça y est, il a fait trop froid. Nous sommes le 14 juillet, la fleur sort. Elle est sortie aujourd'hui. Elle est sortie aujourd'hui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un miracle. Mais oui, elle est sortie aujourd'hui. Et alors derrière, là-bas, ce sont
plantations Alors derrière, plus alimentaires. Il y a les plantations, oui, que des cultivateurs du pays, enfin de la région font comme ça. Là, il y a les tomates, là-bas, il y a les haricots. Là, vous voyez ce champ labouré, ce champ bien, comment dirais-je, enfin, nivelé. On prépare des fraises. Nous aurons des fraises l'année prochaine. Mais vous-même, est-ce que vous mettez la main à la bêche? Oui, le plus possible. Le plus possible. La bêche, c'est-à-dire... La bêche est une métonymie, disons la bêche, le râteau, la sarclette, etc. L'outil agricole, je sais m'en servir. Je sais m'en servir parce que, je sais pas, c'est peut-être la race. Tandis qu'il m'est impossible de me servir d'un outil, d'une tenaille, d'une chose comme ça. Ça, j'y comprends rien. Mais l'outil agricole, si je bêche, je ratelle, et j'ai le sens un peu de la terre. Je continue à l'avoir. Il serait bien difficile de dire, Jean Tortel, que vous êtes un poète rural ou même un poète régional. Alors, ce rapport à la terre, ce jardin qui est là devant nos yeux, qui a tellement inspiré vos poèmes, comment fonctionne-t-il en fait? Je parlais tout à l'heure de l'idée de la métamorphose, etc. C'est toujours dans le même espace de pensée. Au fond, la culture d'un jardin, c'est le renversement. C'est cultiver. Qu'est-ce que ça signifie? C'est mettre dessus ce qui était dessous. C'est mettre à l'air ce qui était au fond. Et c'est briser en même temps, de manière à ce que ce soit aéré. Eh bien, que fait l'écriture? Que fait l'écriture devant l'objet? Que faisons-nous? Enfin, notre regard, notre vue s'empare comme il peut de l'objet, enfin, d'une partie de l'objet qu'il peut voir, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le renverse sur le blanc du papier. Au fond, j'ai compris ce que je voulais faire, ce que j'avais voulu faire dans les villes ouvertes, quand je parle de retourner la bulle, etc. Quand je suis venu habiter ici, je dis mais oui, mais c'est la même chose. Donc le renversement, c'est l'opération qui, selon vous, définirait la poésie. Oui, je crois que ce n'est peut-être pas une définition de la poésie, mais c'est peut-être une définition de l'opération, de l'acte poétique. D'ailleurs, il n'y en a pas définir la poésie. Personne au monde ne peut définir la poésie. Mais en même temps, ça signifie que la poésie ne vient pas du haut, du ciel, mais plutôt du bas, de la terre. Oui, bien sûr. Elle vient de la terre. N'ayons pas la mystique du bas, pas plus que la mystique du haut. Mais elles viennent du là-devant. Elles viennent de l'objet. Elles viennent de... Il est impossible de... On ne quitte l'objet qu'en l'écrivant. C'est le seul moment où le poète, où l'écrivain ne voit plus. C'est le moment où il écrit, c'est-à-dire où il dit je vois. Car écrire signifie dire je vois. Je vois, je sens, je touche, etc. N'est-ce pas? Mais non, à ce moment-là, il ne voit plus, il écrit. Il a renversé. Son regard s'est renversé sur la page, et en réalité, la signification poétique est le renversement de la signification naturelle ou logique ou concrète. Je trouve que je commence à avoir froid. Si on rentrait, oui. Puis dehors, il y a des moustiques. Ça, ce ne sont que de vulgaires plantes vertes. Ça, ce sont des citronniers. Il y en a un qui est greffé, il a des citrons verts, mais ils ne mûriront jamais, je crois. Et d'ailleurs, on ne les voit peut-être plus. Ils sont peut-être tombés. Non, il est là encore, celui-là. Et ça, c'est un citronnier dont la greffe n'a pas pris et qui, par conséquent, ne produiront jamais de fruits. Donc, il ne manque plus qu'une rivière avec des poissons. Comment? Il ne manque plus qu'une rivière avec des poissons.
évoquiez tout à l'heure, Jean Tortel, les années des Cahiers du Sud, et je crois que c'est difficile de venir vous voir ce soir sans parler des Cahiers du Sud, d'autant que parmi vos invités se trouvent beaucoup d'anciens jeunes collaborateurs des Cahiers du Sud. Il y en a deux qui étaient les fidèles des Cahiers, qui étaient là c'était le mercredi, le jeudi, mercredi. C'était le mercredi, qui était là tous les mercredis soirs. Un troisième, Roubaud, qui est arrivé à collaborer au Cahiers. Juste avant la disparition des Cahiers. Juste avant, qui a quand même été une nous avons grande catastrophe. eu le plaisir de l'avoir. Il a mis longtemps à venir à nous, mais enfin... Eh bien, oui, les Cahiers, pour moi, ça a été 25 à 30 ans non seulement de travail, mais enfin d'amitié, de rencontre, d'affection. Enfin, c'est quand même au Cahiers, oui, que j'ai connu Henri, Gérard et Todrany et Guglielmi et Victor et Malrieux. C'est moi qui fais amener Malrieux au Cahiers, etc. Alors, Gérald oui, Neveu. Et oui, Gérald, n'est-ce pas? Gérald Neveu, qui était vraiment, on peut dire de lui le poète marqué. Enfin, c'était, toute différence faite, n'est-ce pas? C'était une espèce d'Hölderlin, enfin, Gérard, n'est-ce pas? Et oui, je voudrais quand même que ce soit vous deux qui me disiez ce que vous pensez encore des Cahiers. Et vous-même, Jean, quel rôle exerciez-vous dans ces Cahiers? Vous étiez au comité de rédaction? Oui, j'étais membre du comité de rédaction, bien sûr. Mais comment es-tu devenu membre Comment suis-je devenu membre? Oui. Ça s'est fait comme ça. Je suis arrivé au Cahiers parce que, bon, fonctionnaire, j'étais à Toul. J'ai passé 8 ans à Toul, 8 ans d'exil, tellement que je suis tombé malade. Je suis arrivé à Avignon pas sur une civière, mais enfin presque, n'est-ce pas? Et j'ai fait ma demande de changement immédiatement. Si j'avais dû remonter là-haut, j'aurais démissionné, j'aurais fait n'importe quoi. Enfin, j'ai été nommé à Marseille. Et c'était en 38. C'était en 1938. Et bon, ma première idée était de prendre contact avec les Cahiers. Alors, j'ai profité de la parution d'une revue qui a eu quelques numéros, puisqu'il y a eu la guerre et que son directeur, Henri-Philippe Livet, est mort en 40-41, qui s'appelait Le Pont Mirabeau. Je ne sais pas si certains ont connu Le Pont Mirabeau. Non. C'était une revue, c'était fait par Guy Lévis-Bannot, c'était très bien fait. Et c'était une revue, c'est dans Le Pont Mirabeau que les premiers poèmes de Terraquet, de Dieuville ont paru. La chaise, des choses comme ça. Et cette parution des Ponts Mirabeau, c'est cette parution des poèmes de Dieuville qui m'a fait ami avec Dieuville. J'ai immédiatement écrit à Livet, qui est Dieuville. Enfin, j'étais vraiment étonné. Il y avait Follin, bien sûr. N'est-ce pas? Il y a plus des critiques, enfin, je ne me rappelle plus. Mais enfin, Follin et Dieuville étaient parmi les premiers collaborateurs du Pont Mirabeau. Et moi, à ce moment-là, j'étais très ami, je collaborais à une revue assez extraordinaire qui était dirigée par Raymond Schwab et Guy Lavaux, qui s'appelait Yggdrasil. C'était une revue sur des feuillets comme ça, qui publiait en même temps les discours, enfin les leçons de Paul Valéry au Collège de France sur la poétique, qui publiait des poèmes sumériens, des poèmes esquimaux, enfin je ne sais quoi, enfin, n'importe quoi, pas, des choses assez extraordinaires. Et je suis arrivé, et c'était mon ami Emmanuel Lochac. Et encore celui-là, encore une occulté totale, n'est-ce pas? C'est peut-être le poète le plus occulté de notre génération, Lochac. C'était quelqu'un d'épatant. Qu'est-ce qu'il a écrit? Emmanuel Lochac, L'oiseau sur la pyramide, etc. Complètement occulté, n'est-ce pas? Et c'était vraiment quelqu'un d'absolument très, très remarquable, n'est-ce pas? Il y a 3 hommes qui ont reconnu Lochac. Il y a Valéry Larbaud, il y a Royer et il y a Pollan. Ce sont les 3 hommes qui ont porté Lochac très haut. Pour tout le reste, Lochac n'a jamais existé. C'est une chose extraordinaire.
n'est-ce pas? On vous a arrêté dans le cours de vos souvenirs sur les sommes pas cahiers dans du Sud. presque- Alors c'est Sud, Locha pas qui tout à m'avait fait. qui m'avait dirigé vers Yggdrasil. Et c'est par Yggdrasil que je suis arrivé au Port Mirabeau. Et c'est en présentant, et alors à Marseille, je suis monté au cahier en présentant à Ballard le premier numéro du Port Mirabeau. Voilà. Et Ballard, ceux qui l'ont connu, n'est-ce pas, comprendront, à la fois un sentiment de recul, de défiance, car enfin, il était criminel de publier ailleurs que dans les cahiers, n'est-ce pas? Une revue qui se fondait était toujours quelque chose dont on devait terriblement se méfier. Et alors, il feuillette comme ça, doucement, avec précaution, et il me dit sur un ton, en voyant des noms comme Follin et tant d'autres, n'est-ce pas? Il me dit, mais c'est plein d'amis des cahiers du Sud là-dedans. Il fallait que c'est une trahison, quoi. Oui, c'était une trahison. Bref, enfin, c'est comme ça que je suis arrivé au cahier. Alors, la guerre se passe à ce moment-là, et c'est au moment, en 1945, où il a fallu constituer le comité de rédaction, alors, avec Gros, Bertin, Tourski, et moi, enfin, voilà. Oui. Vous étiez très sévère, paraît-il. Comment? Vous étiez très sévère quand vous receviez des textes On de le dit, jeunes écrivains. on le dit, mais ça, ce sont les jeunes que Oui, j'aimerais là, qui justement, Gérard qui s'expriment Seguel là-dessus. ou Henri Deluy. Alors, comment ça se passait les mercredis des cahiers du Sud? C'était, je sais pas, enfin, c'était pour moi en tout cas assez effrayant. C'était assez effrayant. L'atmosphère le lieu même des cahiers était un lieu un peu bizarre, enfin, qui m'intriguait beaucoup, une espèce de capharnaüm. Et en fin de compte, assez silencieux. Je n'y suis pas allé très souvent, hein, il faut dire. Mais il me semblait qu'il y avait une sorte de silence proche de la vénération, sans doute, enfin du sacré qui pesait. Et moi, je me sentais pas du tout convoqué dans ce silence. Je venais des bruits de la ville et je sentais qu'il y avait une différence entre mon vécu à Marseille et ce lieu-là, qui pourtant était dans un endroit très, très passant. Mais quant à Jean, effectivement, il était comme il est, enfin, parce que je ne vois pas le changement, à la fois très, très exigeant sur le texte, enfin, dont il m'a révélé la notion, parce que c'est ce qui compte pour lui, et en même temps très attentif pour le texte des autres, enfin, pour ce qu'il pouvait y avoir de particulier ou de singulier, qui, d'une certaine manière, il encourageait, enfin. Oui. Les Cahiers du Sud était quand même une des rares revues que les gens de ma génération, dans laquelle les gens de ma génération avaient envie d'écrire. C'était pas très. Il y avait le Mercure de France de Bonnefoy, celui qui a été assassiné par Gallimard, et les Cahiers du Sud. Et les Cahiers du Sud, oui. Et pour moi, c'était particulièrement. J'avais particulièrement envie de publier dans les Cahiers du Sud parce que les Cahiers du Sud avaient publié ce livre extraordinaire de François Le Lyonnais, Les grands courants de la pensée mathématique, qui est un livre tout à Et fait Jacques Roubaud, étonnant. vous avez publié dans les cahiers du Sud, finalement? Oui, juste avant l'avant-dernier numéro, puisque malheureusement les Cahiers du Sud ont disparu après. Jean Tortel n'a pas été trop sévère, alors, cette fois-ci. Et Henri Peut-être Deluy. il l'avait envoyé avant, j'en sais rien, mais enfin. Non. Non, je crois que Jacques a été pris pour la première fois. Henri Deluy. Bah, vous savez, pour nous, enfin, il s'est trouvé que dans les années 50, il y a eu cette sorte de conjonction de la présence à Marseille à la fois d'une tradition avec les Cahiers du Sud et une tradition, pour nous, c'était une tradition de la modernité, comme on dirait maintenant, et puis de toute une série de gens jeunes alors qui commençaient à écrire. Et je crois que tous mes amis d'alors, ceux qui sont morts s'ils étaient là et ceux qui sont encore vivants s'ils étaient là, je crois qu'on dirait tous la même chose. Les Cahiers du Sud, nous, c'est là que l'aventure de l'écriture pour nous a commencé. Nous y avons quasiment tous publié pour la première fois. Nous avions entre 21 et 30 ans à l'époque, ou même 20 et 30 ans.
En plus, je peux dire que si Action Poétique existe, c'est en grande partie parce qu'il y avait les Cahiers du Sud. Et je dois dire en plus que pour beaucoup d'entre nous, ça a été une expérience très intéressante parce que bien des choses que nous avons entendues aux Cahiers du Sud à cette époque, et nous y apportions quelque chose d'un peu différent de ce que vient de dire Gérard, c'est que nous y apportions beaucoup de bruit. Et je peux même dire beaucoup de bruit et de fureur. Vous étiez turbulent. Nous étions très turbulents, oui, déjà. Nous parlions beaucoup et nous avions des idées très arrêtées, ce qui fait que bien des choses que nous avons entendues à ce moment-là, et notamment par la bouche de Jean, sont un petit peu passées ailleurs, comme ça. Mais elles sont quand même restées, et elles ont ressurgi dans notre histoire à la fois personnelle et dans l'histoire de cette revue qui continue. Elles sont revenues 20 ans plus tard comme des choses très importantes et des vérités anciennes qu'on avait un petit peu bousculées en cours de route. Oui, Henri, le turbulent, effectivement, là, c'est une notion qui est importante. Est-ce que c'était pas le plan politique, enfin, qui nous préoccupait à ce moment-là et qui, pour ma part, enfin, me paraissait faire singulièrement défaut au Cahier du Sud. Nous étions affrontés à un texte, à un lieu du texte, mais qui était coupé des rumeurs du politique, d'où la première action poétique. C'est tout au moins comme ça qu'on le vivait, oui. Hein? Rétrospectivement, je ne sais pas exactement si je dirais la même chose, je crois que c'est pas tout à fait exact, mais c'est comme ça qu'on le vivait, c'est vrai. Le vécu était comme ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est en ce sens-là que quelqu'un comme Jean, Jean Tortel, parce qu'avec les gens, il faut préciser au Cahier du Sud, hein, quelqu'un comme Jean Tortel, pour nous, a été particulièrement efficace, parce que cette vie dont tu parles, il l'a représentée aussi. Donc, il y avait tout l'ensemble. Pas de politique, Jean Tortel, au Cahier du Sud? Non, c'est du beau. Les Cahiers du Sud étaient... la direction des Cahiers du Sud, enfin, je veux dire Jean Ballard, était plutôt... non pas... enfin, il craignait la politique. Il était très, comment dirais-je, assez conventionnel sur ce plan-là. Pas. Moi, je me souviens au moment de la mort d'Éluard, dans le papier que j'avais fait à propos d'Éluard, il y avait les termes, les points levés, enfin, de la poésie, enfin, etc., ou les points fermés, enfin, les points fermés qui étaient le symbole du Front populaire, n'est-ce pas? Eh bien, Ballard a tiqué sur cette expression. Les points fermés, c'était embêtant de mettre ça dans les cahiers. Je crois que l'y restait du reste. Mais ce que je voulais dire, en effet, et Henri vient de le dire en disant que l'action poétique, ils ont fait l'action poétique en réalité parce qu'il y avait les Cahiers du Sud. Je crois que vous avez fait l'action poétique pour vous défendre des Cahiers du Sud, pour vous opposer aux Cahiers du Sud, pour être chez vous. Car au Cahiers, vous étiez chez vous, bien sûr, mais pas entièrement. Vous étiez chez vous à côté de Saint-John Perse ou de Valéry ou de Simone Weil ou de je ne sais trop qui, n'est-ce pas? Mais tandis que dans l'action poétique, vous étiez vraiment chez vous. Et alors, ce qui me paraît intéressant, voilà, là, je le propose simplement sans l'affirmer, c'est que les Cahiers du Sud disparus, on s'aperçoit qu'il y a comme une constellation de revues. L'action poétique, la première, n'est-ce pas? Manteia, que tu as fondé avec Todrani et Jo Guglielmi, et même maintenant quelque chose, il y a Sud, n'est-ce pas? Sud, et même maintenant quelque chose qui paraît tout différent, mais qui tout de même, de par l'intérêt qu'elle porte aux littératures étrangères, etc. Il y a même Banana Split, n'est-ce pas? Ce n'est pas en vain que Vuitton était un ancien des Cahiers du Sud. La revue la plus parisienne des revues du Sud. N'est-ce pas? Oui. Il y a que Gilles Jouanard qui ne fait pas de revue ici. Et qui n'est pas non plus collaboré au Cahier du Sud. Je trouve ça pour lui permettre de dire un mot. Et dans la structure des revues, dans la structure même de la chose revue, je me demande si les Cahiers du Sud n'ont pas eu une espèce d'influence, par exemple, les numéros spéciaux, les frontons. Je crois que ce sont les Cahiers du Sud qui, les premiers, ont proposé la composition fronton au départ de numéros, que vous faites dans l'action poétique. Tout le temps. Tout le temps, n'est-ce pas? Et les numéros spéciaux.
Les numéros spéciaux, c'est une invention des Cahiers du Sud. J'aimerais vous lire peut-être quelques poèmes d'une suite toujours des solutions aléatoires, une suite qui s'appelle La boîte noire. Et je pense que vous devinez ce dont il s'agit. Ben. Voûtée lisse et travaille la boîte, interdite aux yeux. À partir du creux et dans l'humide, les lucioles extrêmes échardent les eaux les plus dures. J'y suis, dedans. C'est moi qui. C'est quand mes cellules remuent sans moi que j'y suis. Étanche, impénétrable, sauf qu'elle s'ouvre sur un caillou, coule et s'abîme dans les yeux, remue, un peu mou, sans doute, un peu gluant de tant d'images de partout venues, se concentre là-dedans à l'étroit, rosâtre dans les canaux. Dedans, cela circule par battements, même la nuit, et quand on ne sait pas si ça circule. Une espèce de gisement, en apparence un tas, qui palpite et qui suinte sous des os incurvés, finement engrenés entre eux. Mais des fils et des plaquettes informent en chaîne. Le réseau moelleux peut se rompre. L'irrigation est nécessaire. Pour savoir, il faut scier les eaux très dures et, comme on creuserait jusqu'au feu, ouvrir la sphère. Cela trace, enregistre, inlassable, se trace, figure le désir en filament, n'efface rien, accumule, jamais comble, lance arbitrairement quelques étincelants signaux pour soulager. On ne voit pas ce que trame la boîte, ni comment ça s'arrange, arrondi en voûte, qui doit remuer un peu, s'agglomérer,
C'est mou, humide. La boîte n'est peut-être pas pleine, tout à fait, afin que gonflent les méandres écrits, involutés, que flambent certaines traces de phosphore. Encore un miracle de la radio. Je m'aperçois, Jean Tortel, que nous parlons avec vous depuis plus d'une heure et que nous n'avons pas encore dit, pour ainsi dire, un mot de vos livres, de votre poésie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de venir chez vous, ici à Avignon, de voir cette maison, de voir ce jardin et de pouvoir évoquer avec vous des souvenirs, alors que les livres, on peut au fond se les procurer facilement en librairie, on peut les lire, ces livres. Je ne sais pas, enfin, Et on n'a peut-être pas besoin ils sont bien cachés. On n'a peut-être pas besoin de vous pour les lire. Ils sont bien cachés. Alors, en gros, il y a deux grandes périodes. Une période où vous publiez des livres plutôt brefs chez de petits éditeurs, et puis ensuite des livres qui sont publiés chez de grands éditeurs, mais je crois que ça ne change pas grand-chose, Gallimard et Flammarion. Oui. Alors, comment en parler en si peu de temps de tous ces livres? Que vous dire? Je suis le seul, peut-être, à ne pas pouvoir en parler. Car, si j'en parlais, ou bien ce serait une présomption insupportable, ou bien alors, oh mon Dieu, je ne sais quoi, enfin, un quelconque, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez, si quelqu'un veut en parler... Vous les avez devant vous, ces livres? Oui, sur la table. Oui, sur la table. Bon, ben, on pourrait les passer en revue. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Je vois des éditions oui. Chez Mermot. Attendez. Attendez, Ça a commencé... Alors là, bon, ça a commencé, disons... je vais les prendre chronologiquement. Alors ça, ce sont les premiers. Oui, ceux qu'on a peut-être beaucoup de mal à trouver aujourd'hui. Oui, qu'on ne trouve plus. Ça a commencé par un livre que Jean Royer... Je ne vous ai pas parlé de Jean Royer. C'est pas Jean Royer qui a été, tout le monde le sait, et a été mon maître en poésie, et j'ai connu Royer par Jeannette. Royer était le grand-oncle de Jeannette, n'est-ce pas? C'est le jour de mes noces que j'ai connu Royer, n'est-ce pas? À qui j'avais déjà envoyé plusieurs poèmes, et il me répondait toujours « effacez tout et recommencez », n'est-ce pas? Et c'est lui qui m'a appris la poésie en me disant des choses de cet ordre-là, n'est-ce pas? Un vers libre n'est pas libre de n'être pas un vers. Oh, je crois que Jacques Roubaud serait d'accord. Tout à fait d'accord. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir moi, de mes 20 ans, de mes 22 ans, que je me suis posé la question, que je me pose toujours, qu'est-ce qu'un vers? Ben, ça, c'est la question, je crois, c'est la question et que tous les poètes, chacun a donné sa solution particulière, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'écriture poétique sans se demander ce qu'est un vers, avant tout. Ben. Tu y réponds? Comment? Est-ce que tu y réponds, toi? Je parle de tracés noirs, je parle de vers au sens, enfin vers VER, n'est-ce pas, qui s'avance sur la page et qui se précipite dans le blanc pour recommencer, enfin, etc. N'est-ce pas? Je parle aussi, comme j'ai parlé dans un texte de critique dernièrement, n'est-ce pas, la prose étant, comme dit M. Jourdain, comme l'on parle, c'est le philosophe qui le dit, pas quand M. Jourdain interroge, et il dit et comme l'on parle, alors qu'est-ce que c'est? Et le philosophe dit c'est de la prose. Donc, à ce moment-là, le philosophe a défini le vers. Le vers, qu'est-ce que c'est? C'est comme l'on ne parle pas. C'est évident.
Bon. J'imagine que la réponse à la question qu'est-ce qu'un vers se trouve dans ces livres que vous avez dans la main. Elle se trouve diluée, elle se trouve, je ne sais pas si elle s'y trouve. Mais on aimerait bien savoir ce que c'est que ces livres. Bon, et bien alors là, il y a le premier livre qui est évidemment des gammes, et ça s'appelle Cheveux bleus. Vous comprenez très bien que c'est un hommage à Baudelaire. C'est Royer qui me l'a publié dans sa collection La Phalange, qui était d'ailleurs une collection magnifique. La collection La Phalange, il y avait Valérie Larbeau, Ce vice impuni la lecture, Emmanuel Lochat, Oiseau sur la pyramide, Joseph Delteil, Mes amours spirituels, Charles Robert de la Vessière, Labyrinthe, Guillaume Apollinaire, Il y a, enfin, etc. C'était une collection assez sensationnelle à l'époque. Ça coûtait 10 francs, 10 francs de l'époque. Ça coûtait, je sais pas, 10 francs, 6 francs, 10 francs. 10 francs. C'était en 1931. 31. Alors, dans la même collection, Jalon, qui est de la prose, que j'ai écrit à Gordes, j'ai appelé ça esthétique. C'est une recherche des limites. Bon, reste le poème, reste les limites, etc. Puis alors, quelque chose qui m'a été... En 36, 37, 36, je crois, Henri-Philippe Livet, qui... Paris Drasil m'a publié Votre future image, qui après tout est un volume de transition. C'est pas très bon. J'aime pas beaucoup. Et puis alors, j'arrive au cahier et en 1941, 41 ou 42, Ballard me publie De mon vivant. 42, 25 janvier 42. De mon vivant, des poèmes qui vont de 1939 à 1941. Ça s'appelle De mon vivant. Maintenant, tout le monde comprend à peu près pourquoi. C'était le moment, bien sûr. Voilà. Bon, De mon vivant marque probablement un certain progrès sur les poèmes précédents. Puis alors, en 1944, il y a un volume qui s'appelle Du jour et de la nuit, qui est censé s'appeler Du jour et de la nuit. Il est en mauvais état, ce volume. Il est en assez mauvais état, ce volume. Oui, eh bien, c'est un des très rares exemplaires qui reste. Celui-ci, il est en très mauvais état parce que c'est moi qui l'ai conservé. Mais oui, je l'ai un peu corrigé, enfin, tout ça. Bon. Oui, je vois que vous portez des corrections sur ces volumes imprimés. Vous portez des corrections. Quelquefois, oui, quelquefois. Pour les éditions futures. On ne sait jamais. On ne sait jamais, n'est-ce pas, les scoliastes futurs, n'est-ce pas? Alors, en 1946, 46 ou 47 46, quatrième trimestre 46, j'ai publié Parole du poème. C'est Lafon, ça. Oui, c'est quand Lafon était un éditeur de poèmes. Quand Lafon était un éditeur de poèmes, il a publié Marseille. Paysan céleste de Clancier, Poèmes du lustre noir d'Odizio, André Salmon, les poèmes de Miloche, La vie rêvée de Cadou. Et à l'époque, le Centre des lettres ne subventionnait pas les éditeurs. La terre de l'été d'Alain Borne, etc. Enfin, c'était une collection. Bon, alors là, Paroles du poème, ce sont des poèmes écrits en 1942, 43, et anecdotiquement, ce sont par ces poèmes qu'Éluard s'est intéressé à moi. En 42, 43, il y a eu une série parue dans les cahiers. Ballard était allé à Paris à ce moment-là, ou je ne sais où il avait rencontré Éluard, et Éluard lui a dit, mais enfin, il y a dans ce numéro des cahiers une série de choses pas tant mauvaises, etc. C'est de ce jour-là que Ballard s'est intéressé à ma poésie. Alors, les paroles du poème, c'est exactement ce que dit le titre. C'est 50 petits poèmes, 2 strophes de chacun, 2 quatrains de textes de 6 pieds, où c'est le poème qui parle. Bien sûr, c'est une rhétorique. Mais c'est à ce moment-là où je me suis posé la question de savoir qui parle. Est-ce que c'est le langage ou est-ce que c'est le poète? Jean, n'est-ce pas? À cette époque-là, oui. Est-ce que c'est aussi le moment où tu t'intéresses à Maurice Sèvres?
à peu près. Oui, à peu près. À peu près. Je commence à lire Maurice Sèvres. J'avais lu Maurice Sèvres même avant la guerre, en 38, oui. 36, 37, 38. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est parce que ça, c'est Royer qui me faisait lire Maurice Sèvres. N'est-ce pas? Et alors, j'ai publié ça. Ce sont des paroles comme ça, dites par le poème. N'est-ce pas? Et alors, une deuxième partie du recueil s'appelle Le corps véritable, et ce sont des poèmes inspirés par ce qu'on appelait à ce moment-là l'événement. Et puis alors, il y a les autres livres. On s'est attardé un peu sur ceux-ci parce qu'on ne trouve pas en librairie, donc c'est intéressant au moins d'en entendre les titres. Mais alors, les autres livres que vous avez publiés ensuite à partir des Villes ouvertes chez Gallimard. Oui, et bien alors là, il y a les Villes ouvertes, il y a Relations, il y a Limite du regard, et il y a Instant qualifié, 4 volumes chez Gallimard. Et puis alors le dernier, je passe à fin de petite didactique qui a été publiée à la répétition de lui. Vous êtes revenu aux petits éditeurs, là. Oui. Et oui, enfin, 50, 60 exemplaires, n'est-ce pas? Et Orange Export qui a publié Cela se passe en 78. Et alors enfin. Et puis alors en 79, Décors attaqués chez Flammarion. Je suis très surpris par l'absence de 2 titres, 2 ouvrages. Comment? Je suis très surpris de l'absence de 2 titres, de 2 ouvrages. Ah, lesquels? Lesquels? Précisément de 2 romans. Ah, de 2 romans. Je parle que des poèmes. Non, les 2 romans. Je ne les ai pas mis sur la table, non. Par hasard? Donc oui, c'est une émission de poésie, Gilles Jouanard. J'ai pensé que c'était une émission de poésie. Très bien. Alors on dit juste un mot du livre en préparation chez André Dimanche. Eh bien, le livre en préparation chez André Dimanche. Autre petit éditeur. Autre petit éditeur, mais le plus jeune. Comment? Oui. Eh bien, c'est un livre de prose qui s'appelle Le discours des yeux, que peut-être certains d'entre vous connaissent, je ne sais pas, en manuscrit, et qui donc a été écrit il y a bien 7 ou 8 ans maintenant, n'est-ce pas? Et qui dormait un peu, quoi. Très, très inspiré par le jardin. Enfin, ce sont... Encore là, c'est de savoir qui parle, enfin, qui voit. C'est plus de savoir qui parle, mais c'est de savoir qui voit. Ce sont les yeux qui voient. Les yeux considérés comme, en quelque sorte, indépendants du système mental, du système psychophysique, n'est-ce pas, qui nous fait voir en réalité, etc. Ce sont les yeux qui prennent la parole. Ce sont les yeux qui discourent la plupart du temps. Et alors, chose assez curieuse, ça devrait être un livre, comment dirais-je, assez brut, n'est-ce pas? Et je crois que c'est le plus élaboré de tout, au point de vue langage, au point de vue prose, le plus élaboré, c'est même le plus, si vous voulez, le plus chantourné, le plus précieux de tout ce que j'ai écrit. Enfin, ça qui prouve que... Et puis il y a un projet encore, le journal. Oui, mais enfin ça, dimanche, j'aime mieux qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Je me demandais comment conclure cette émission. Et finalement, en feuilletant l'un des premiers livres de Jean Tortel, Jalon, sous-titré Esthétique, un livre qui date de 1933, je tombe sur cette phrase: de la souffrance peut plus sûrement sortir l'œuvre d'art que du bonheur, car elle est plus complexe que lui. Et alors, en marge, il a écrit, je ne sais pas en quelle année, en tout cas je reconnais votre écriture, c'est faux. Je ne me rappelle pas. Je ne savais pas. Peut-être. Peut-être. Aujourd'hui, je dirais peut-être. C'est pas plus faux l'un que l'autre. C'est pas plus vrai.
devine qui vient dîner pour notre dernier repas de la saison à Avignon, chez Jean Tortel, chemin des Jardins Neufs. Sur la table, il y avait les livres de Jean Tortel. On les trouve encore, ils ne sont pas épuisés, ils sont publiés chez Gallimard et chez Flammarion. Et il y avait aussi un pâté en croûte, du bœuf en daube, un bœuf venu tout droit des arènes de Nîmes, du gratin de courgettes préparé par Jeannette avec les courgettes du jardin, et un excellent millefeuille, bien meilleur, je vous assure, que toutes les revues d'avant-garde dont on a parlé ce soir. Et puis, il y avait la présence plutôt discrète de Gilles Jouanard, Henri Deluy, André Dimanche, Jacques Roubaud et Gérard Arseguel.